Dans un futur lointain, le petit motivé et le petit futé sont deux explorateurs de l'espace avides de connaissances. Ayant découvert la 4e édition du livre de Miller et Rolnick sur l'entretien motivationnel, ils partent en mission intergalactique pour approfondir leurs connaissances. Un jour, ils reçoivent une tablette qui leur indique un parcours prédéfini, mais semé d'embûches, pour alimenter leur soif de savoir et de découverte. Allez, j'allume la tablette. Oh, j'ai trop hâte. Ah, regarde, un message est apparu. Ah ouais, c'est écrit, si tu veux aider mais jamais ne trahis, le cœur de l'autre alors tu saisis. Quel est ce principe précieux qui guide chaque mot et chaque vœu? Purée, c'est un truc d'intello, ça. Attends, il faut que je réfléchisse. Ça pourrait être l'aide, la bienveillance, l'empathie. Attends, non, non. Et c'est plutôt le mot éthique. Oh, regarde, c'est marqué validé. Ah, regarde le tuyau des énigmes. Il se met en fonction. Ah, voilà le cristal d'intégrité. Je sais pas trop à quoi ça va nous servir, mais c'est plutôt la classe. Tadam! Ah ouais, et j'ai le code pour notre première destination. Allez, go! Go! Ah, nous voilà arrivés. Durant le trajet, j'en ai profité pour faire quelques recherches sur le mot éthique. Je te propose un résumé. L'éthique est une discipline philosophique qui s'intéresse aux fondements de la morale et aux principes qui guident la conduite humaine. Elle vise à déterminer ce qui est considéré comme bien ou juste dans l'action, en tenant compte des contraintes et des situations spécifiques. Elle s'appuie sur 4 principes: l'autonomie, la bienfaisance, la malfaisance et la justice. En tout cas, avec ta casquette, ça en jette. Bon, merci d'avoir posé les bases. Effectivement, il était important que nous ayons tous la même définition du mot éthique avant de commencer notre exploration. Le dernier ouvrage parle d'authenticité, une notion déjà développée par Carl Rogers dans l'approche centrée sur la personne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et pourquoi Miller et Rolnick insistent autant sur l'authenticité? Est-ce que d'ailleurs l'authenticité, c'est dire tout ce qui nous passe par la tête? Ou est-ce que être authentique, c'est aussi dire des choses de soi? Écoute, moi, ce que j'en ai retenu, c'est qu'être authentique, c'est être soi-même. Ne pas vouloir porter un masque ou créer une distance, un détachement vis-à-vis de ce que l'on est. C'est être honnête et dire la vérité. C'est aussi être ouvert et réceptif. Enfin, c'est accepter qui nous allons être avec l'autre. Justement, ça me fait penser au dévoilement de soi. Avant de parler de soi, il est utile de se demander si c'est vrai, si ce que l'on va dire est nuisible pour nous ou pour notre interlocuteur, et est-ce que ça va vraiment lui être utile pour la suite. Ah oui, cela me fait penser à passoire de Socrate. La vérité, la bonté et l'utilité. Cela demande à vraiment clarifier l'objectif du dévoilement de soi. Waouh! Alors, avant de commencer à parler, il va nous falloir bien clarifier nos intentions. J'ai lu aussi que lors de l'accueil de l'ambivalence, le professionnel reste neutre. La neutralité, c'est un vrai défi. Peut-on vraiment être neutre ou plutôt tendre vers la neutralité? Pour cela, il faut avoir conscience de tout ce qui peut influencer notre accueil. Nos croyances, nos jugements, nos représentations, nos biais cognitifs, etc. Oui, je pense que nous pouvons tendre vers une certaine neutralité en faisant un pas de côté et un travail de connaissance de soi. Ok, alors, avant même d'accueillir les personnes, il faut être conscient de ces enjeux. Il semble que la première tâche de l'EM, qui est l'engagement, soit assez importante pour mettre en place et créer les bases de cette relation saine. Oui, elle nous aide dans ce pas de côté. Durant la tâche d'engagement, on ne connaît pas encore la direction de notre interlocuteur, puisqu'elle sera définie à la focalisation. De plus, il peut y avoir un oui à la question ne pas changer ou ne pas évoluer. Le fait de reconnaître et d'accepter cette réalité peut nous aider à bien pratiquer le M, c'est-à-dire non orienté au départ.
Il est important aussi de créer les conditions dans la tâche d'engagement pour aider à la personne à explorer et à faire émerger son ambivalence pleine et entière. Les conditions favorables, ça, je connais. C'est avant tout une absence de pression, une présence, être ouvert à l'autre, un environnement où on se sent bienvenu et en sécurité psychologique. Bon, si j'ai tout compris, l'ambivalence est bien naturelle chez toute personne qui souhaite changer. Elle souhaite autant changer que de ne pas changer ou se questionne sur le meilleur choix à faire. Se questionner, c'est sain et cela réhabilite l'ambivalence. Alors, si nous rattachons l'ambivalence à la tâche d'engagement, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Écoute, j'ai bien un petit avis sur la question, mais ce qui m'y suit n'engage que moi. Finalement, dans la phase d'engagement, il n'y a pas de directionnalité à adopter. Notre intention est de comprendre l'ambivalence dans toutes ses dimensions, afin de développer une relation de confiance mutuelle et respectueuse qui permet d'aller ensemble de l'avant. En soi, il ne me semble pas qu'il y ait du discours maintien ou du discours changement dans cette tâche, puisque la personne elle-même n'a pas encore choisi son focus de changement. Oui, normaliser l'ambivalence montre l'acceptation singulière du professionnel pour son interlocuteur. Qu'en est-il des conflits d'intérêts que nous pouvons avoir? Effectivement, il est important d'avoir conscience des conflits d'intérêts. Par exemple, tu peux avoir des objectifs de l'institution ou encore du programme qui risque d'orienter ton évocation. Par exemple, un centre de perte de poids qui affiche perte de poids pourrait orienter le patient. Ou encore un centre de sevrage tabagique, pareil. Néanmoins, il paraît souhaitable d'être transparent en les annonçant dès le départ de l'accompagnement. Et par rapport à notre mandat, eh bien aussi avoir conscience que derrière notre métier, il y a les représentations qu'on s'en fait. Il serait donc intéressant de mettre à plat en tant que professionnel ces trois questions. Quelles sont nos attentes? Quelles sont les attentes de notre institution? Et quelles sont nos aspirations? Et d'ailleurs, dis-toi bien que tu peux doubler ce travail de questionnement car en face de toi, la personne accompagnée vit exactement la même chose que toi. Elle peut se retrouver à exprimer un désir de changement préorienté par ses propres représentations de ton mandat et ce qu'elle s'en dit. Ouh là là, ça chauffe drôlement. Regarde le cristal, il s'illumine. Il semble qu'il soit content de notre échange. Tu aurais un exemple? Par exemple, les professionnels de santé portent en eux le fait de conserver la bonne santé des patients. Les assistants téléphoniques pour la prévention du suicide portent en eux l'envie d'éviter le suicide. Pour résumer, les questions que l'on peut se poser sont: quels sont les enjeux de mon institution, de mon intervention? Comment je me vois en tant que professionnel et comment je me vois en tant que personne? Aussi, comment je me prépare à accueillir les ambivalences des gens? Suis-je prêt à voir ces ambivalences comme une normalité plutôt que comme des problèmes à résoudre? N'y a-t-il pas néanmoins certaines situations ou professions où rester neutre est contraire à l'éthique professionnelle? Oui, bien sûr, les CEPI pour en addictologie, quand le comportement nuit à d'autres ou met en danger, on ne peut pas rester neutre. Par ailleurs, les auteurs expriment clairement que certaines situations, par contre, questionnent à l'utilisation ou non de l'EM. Par exemple, l'euthanasie, la réduction des dommages, la grossesse, la contraception, l'avortement, l'interrogatoire, le don d'organes, la vaccination. Alors, que fait-on lorsque l'on travaille sur ces sujets? Eh bien, le professionnel de santé devra se questionner pour se positionner clairement vis-à-vis de la situation à l'instant T par rapport à lui-même et à son interlocuteur. Il ne doit pas hésiter à faire appel au temps, prendre son temps, et à l'équipe pluridisciplinaire ou de professionnels et parfois à l'entourage. D'ailleurs, nous pourrions parler de recommandations pour un usage éthique de l'EM exposé dans cette 4e édition. Tout à fait. Il y a 5 sphères à questionner. Les bénéfices pour le client, les bénéfices pour la communauté, l'autonomie, l'honnêteté et le conflit d'intérêts. Miller et Rodnick ont mis en avant des situations où le sujet peut être influencé. Le professionnel peut être en tension entre les bénéfices pour le client et celui pour la communauté. Il doit en prendre acte et se positionner.
Il y aura également un questionnement à avoir sur l'autonomie qu'il laisse à son interlocuteur et l'honnêteté de ses attentes vis-à-vis de son interlocuteur. Le professionnel peut également être en tension entre l'honnêteté qu'il aimerait et les demandes de son institution ou de son contexte professionnel et les injonctions qui vont avec. Sur quelle réflexion cela vous amène? Il faut être au clair avec cela, le poser, pour pouvoir faire un pas de côté, si besoin. Voir ce qui est tolérable ou non, ses propres limites, ce qu'il est possible de faire en présence de ces tensions. Ah, cette fois le cristal est arrivé au summum de sa lumière. Ah, regarde, la tablette s'allume à nouveau. Nous avons une nouvelle énigme. Retournons au cockpit. La deuxième énigme. Parmi les doutes et les hésitations, quelle force t'aide à garder ta mission? En toi, elle réside et brille, te poussant à continuer même dans le péril. Oh là là, celle-là non plus, elle n'est pas facile, hein? Attends, réfléchissons. Le doute, l'hésitation, le courage. Non, ça ne colle pas. Ah, attends, ça doit être une force interne à la personne qui l'aide à tenir bon. Je dirais persévérance. Ça match! Voilà un nouvel objet et notre nouvelle destination. Let's go!